Bonjour à tous. Oui, bonjour, parce que bonjour, c'est un mix entre bonjour et bonsoir. Parce que sur internet, il n'y a pas de temps, donc voilà, un peu comme en vrai d'ailleurs. Le temps n'existe pas. Donc, j'étais sur la lecture du livre Bankster et je voulais vous lire un petit passage intéressant dans le prologue, un petit passage sympa. Et puis après, si je tombe sur d'autres passages qui me parlent, je ferai peut-être d'autres vidéos. À voir, à voir. Donc c'est la légende de l'orfèvre. Je vous laisse quand même la page si vous voulez lire le début du prologue. Mais quoi que non, on va lire tout le prologue. Allez, c'est parti. Alors deux grands mystères dominent notre vie. L'amour et l'argent. Qu'est-ce que l'amour est une question qui a été infiniment exploitée dans les histoires, les chansons, les livres, les films et à la télévision. Mais on ne peut pas en dire autant pour la question qu'est-ce que l'argent? Il n'est pas étonnant que la théorie monétaire n'ait pas inspiré de films à gros budget, mais on ne la mentionne même pas dans les écoles où la plupart d'entre nous sont allés. Pour beaucoup, la question d'où vient la monnaie évoque l'image d'un atelier imprimant des billets et frappant des pièces. Mais penser que la monnaie a un équivalent or ou que la banque vous prête de l'argent des dépôts de ses autres clients, c'est faux. La vaste majorité de l'argent est créée en quantité phénoménale chaque jour par des entreprises privées connues sous le nom de banksters. La plupart d'entre nous croient que les banques prêtent de l'argent leur ayant été confié par des dépositaires. Cela est facile à imaginer, mais ce n'est pas la réalité. En fait, les banques créent l'argent qu'elles prêtent non pas à partir des possessions des propriétaires, ni de l'argent déposé, mais directement à partir de la promesse des emprunteurs de les rembourser. Et là, ça change toute la donne. La signature de l'emprunteur sur le contrat de prêt constitue une obligation de payer à la banque le montant de l'emprunt plus les intérêts, ou alors de perdre la maison, la voiture ou tout bien ayant constitué la garantie. C'est donc un engagement important pour l'emprunteur. Qu'est-ce que cette même signature implique pour la banque? La banque se doit de faire exister le montant du prêt et simplement le créditer informatiquement sur le compte de l'emprunteur. Ça paraît invraisemblable? Assurément, ça ne peut, ça ne peut être la vérité, pourtant ça l'est. Pour comprendre comment marche ce miracle de la banque moderne est apparu, pour comprendre comment ce miracle de la banque moderne est apparu, considérons cette belle histoire. C'est donc la légende de l'orfèvre. Il était une fois un temps où à peu près n'importe quoi pouvait servir de monnaie. Cela devrait simplement être transportable et assez de personnes devraient avoir la conviction que cela pourrait plus tard être échangé contre des choses d'une valeur réelle telles que de la nourriture, des habits ou des abris. Coquillages, fèves de cacao, pierres précieuses et même des plumes ont été utilisées comme monnaie. L'or et l'argent étaient attrayants, malléables et faciles à travailler. De ce fait, certaines civilisations devinrent expertes avec ces métaux. Les orfèvres rendirent le commerce bien plus facile en fabriquant des pièces, c'est-à-dire des unités standards de ces métaux, dont le poids et la pureté étaient certifiés. Pour protéger son or, l'orfèvre avait besoin d'un coffre. Et bientôt, ses concitoyens vinrent frapper à sa porte afin de louer un espace pour entreposer en sécurité leur propre or et leur propre valeur. Rapidement, l'orfèvre loua tous les espaces de son coffre et il gagnait un petit revenu de son affaire de location de coffre. Les années passèrent et l'orfèvre fit une observation avisée. Les dépositaires venaient rarement retirer leur or physiquement présent dans le coffre, et de plus en plus, ils ne venaient jamais en même temps. La raison était que les reçus que l'orfèvre avait donnés en échange de l'or étaient échangés sur le marché comme si c'était l'or lui-même.
Cette monnaie papier était bien plus pratique que les lourdes pièces. Les montants pouvaient être simplement écrits au lieu d'être laborieusement comptés un par un pour chaque transaction. En même temps, l'orfèvre avait une autre affaire. Il prêtait son propre or en faisant payer des intérêts. Comme ces reçus étaient unanimement acceptés, les emprunteurs demandaient pour les prêts des reçus en lieu et place d'or véritable. Au fur et à mesure que cette industrie se développait, de plus en plus de gens demandèrent des prêts et cela donna à l'orfèvre une meilleure idée. Il savait que bien peu de ses dépositaires retiraient leur or, donc l'orfèvre se figura qu'il pouvait sans problème échanger des reçus contre l'or de ses dépositaires, en plus du sien. Aussi longtemps que les prêts étaient remboursés, ces dépositaires n'en sauraient rien, sans dommage pour eux. Et l'orfèvre, désormais plus banquier qu'artisan, faisait un profil supérieur à ce qu'il aurait pu obtenir en ne prêtant que son propre or. Pendant des années, l'orfèvre profita discrètement du revenu confortable des intérêts des prêts de l'or de ses dépositaires. Maintenant, en tant que prêteur proéminent, il était plus riche que ses concitoyens et il l'affichait ostentatoirement. Des soupçons s'élevèrent selon lesquels l'orfèvre dépensait l'argent des dépositaires. Les dépositaires se rassemblèrent et menacèrent l'orfèvre de retirer leur or si celui-ci n'expliquait pas l'origine de la récente fortune. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, cela ne tourna pas au désastre pour l'orfèvre. Malgré le caractère intrinsèquement frauduleux de sa démarche, son idée marchait parfaitement. Les dépositaires n'avaient rien perdu, leur or était en sécurité dans le coffre de l'orfèvre. Au lieu de retirer leur or, les dépositaires exigèrent que l'orfèvre, dorénavant leur banquier, partage ses profits avec eux et en leur payant une partie des intérêts. Ce fut le début du système bancaire. Le banquier payait un faible taux d'intérêt sur les dépôts d'argent des clients, qu'il prêtait ensuite à un taux plus élevé. La différence couvrait les coûts des opérations ainsi que les profits. La logique du système était simple et cela semblait un moyen raisonnable de satisfaire les demandes de crédit. Cependant, ce n'est pas la façon dont le système bancaire fonctionne aujourd'hui. Notre orfèvre banquier n'était pas satisfait de ses marges après avoir partagé les intérêts des prêts avec les dépositaires. De plus, la demande de crédit s'accroissait rapidement car les Européens émigraient partout dans le monde. Mais les prêts étaient limités par le montant d'or que les clients avaient déposé. Et c'est là qu'il y eut une idée bien plus subtile. Comme personne d'autre que lui ne savait ce que contenait le coffre, il pouvait prêter des reçus sur de l'or qui n'existait pas réellement. Aussi longtemps que les détenteurs de reçus ne venaient pas tous simultanément demander leur or, comment cela pourrait-il se savoir? Ce nouveau schéma fonctionna parfaitement et les banquiers devinrent immensément riches grâce aux intérêts de ces prêts d'or qui n'existaient pas. L'idée que le banquier puisse créer de l'argent à partir de rien était trop inimaginable pour être crue. Donc pendant longtemps, cette pensée ne traversa pas l'esprit des gens. Mais le pouvoir d'inventer de l'argent monta à la tête du banquier, comme vous pouvez tous l'imaginer. Finalement, l'ampleur des prêts accordés et sa richesse affichée déclenchèrent à nouveau des suspicions. Certains emprunteurs commencèrent à demander de l'or véritable à la place des représentations papier. Les rumeurs se propagèrent. Un jour, beaucoup de riches dépositaires vinrent simultanément retirer leur or. C'en était fini. Un océan de titulaires de reçus déferla dans les rues jouxtant les portes closes de la banque. Hélas, le banquier n'avait pas assez d'or et d'argent pour honorer tous les reçus qu'il avait placés dans leurs mains. C'est ce qu'on appelle l'assaut de la banque, et c'est ce que chaque banquier redoute. Ce phénomène d'assaut a ruiné des banques individuelles et, peu étonnamment, a fortement détérioré la confiance publique envers les banquiers.
Il eût été simple de rendre illégale la pratique de la création d'argent ex nihilo, mais les larges volumes de crédit que les banquiers offraient étaient devenus essentiels au succès de l'expansion commerciale de l'Europe. Donc, à la place, cette pratique a été légalisée et régulée. Les banquiers ont accepté de limiter la quantité d'argent fictif de prêts pouvant être mise à disposition. La limite était quand même bien supérieure à la valeur totale de l'or et l'argent entreposés dans les coffres. Souvent, le rapport était de 9 dollars fictifs pour 1 dollar réel d'or. Ces régulations étaient soutenues par des inspections surprises. Il était également convenu que dans le cas d'un assaut, les banques centrales aideraient les banques locales avec des transfusions d'urgence d'or. C'est seulement en cas d'assaut simultané sur plusieurs banques que la bulle de crédit imploserait et que le système serait anéanti. Chaque fois qu'une banque fait un prêt, un nouveau crédit bancaire est créé, de l'argent tout neuf. Graham F. Towers, gouverneur de la Banque du Canada, 1934 à 1954. Le procédé par lequel les banques créent de l'argent est tellement simple que l'esprit en est dégoûté. John Kenneth Galbraith, économiste. Voilà. Est-ce que je vous lis la suite Oui. Je ne savais pas si je devais m'arrêter là ou pas. On continue alors. Le système monétaire aujourd'hui. Avec les années, le système de réserve fractionnaire avec son réseau intégré de banques soutenues par une banque centrale est devenu le système monétaire dominant dans le monde. Dans le même temps, la fraction d'or soutenant l'argent des dettes s'est invariablement réduite à néant. La nature même de la monnaie a changé. Autrefois, le dollar papier était vraiment un reçu qui pouvait être échangé contre un montant fixe d'or ou d'argent. Actuellement, un dollar ou euro papier ou numérique ne peut être échangé que contre un autre dollar ou euro papier ou numérique. Avant, les crédits créés par les banques privées n'existaient que sous forme de documents bancaires privés que les gens avaient le droit de refuser, de même qu'aujourd'hui, nous pouvons refuser un chèque privé. À présent, un crédit bancaire privé est légalement convertible en monnaie fiduciaire issue par le gouvernement, les dollars, euros, livres, etc., que nous voyons habituellement comme de la monnaie. La monnaie fiduciaire est une devise créée par ordonnance ou décret gouvernemental et les lois en vigueur stipulent que les citoyens doivent accepter cette monnaie comme papier pour une dette sous peine qu'en cas de refus, les tribunaux annulent la dette en question. Certains des plus grands hommes des États-Unis dans le domaine du commerce et de la production ont peur de quelque chose. Ils savent qu'il existe quelque part une puissance si organisée, si subtile, si vigilante, si cohérente, si complète, si persuasive, qu'ils font bien, lorsqu'ils en parlent, de parler doucement. C'est Woodrow Wilson, ancien président des États-Unis. Donc maintenant, la question est, si le gouvernement et les banques peuvent tous deux créer de l'argent, combien d'argent existe-t-il ? Autrefois, la quantité totale de monnaie existante était limitée par les quantités physiques effectives des objets servant de monnaie. Ainsi, afin de créer du nouvel or ou du nouvel argent, l'or ou l'argent devait être trouvé et extrait du sol. Actuellement, l'argent est littéralement créé comme une dette. De la monnaie est créée sitôt que quelqu'un contracte un prêt auprès d'une banque. De ce fait, la quantité totale de monnaie pouvant être créée n'a qu'une limite réelle, le niveau total de la dette. Autrement dit, aucune limite. Les gouvernements imposent une limite statutaire supplémentaire sur la création d'argent neuf en établissant des règles appelées exigences de réserve fractionnaire. Pour la plupart arbitraires, les exigences de réserve fractionnaire varient d'un pays à l'autre et de temps à autre. Dans le passé, il était fréquent d'exiger que les banques possèdent au moins 1 dollar d'or réel dans leur coffre pour 10 dollars de monnaie dette créée. Aujourd'hui, les exigences de réserve ne s'appliquent plus au rapport entre l'argent neuf
et l'or en dépôt, mais au rapport entre la monnaie dette créée et la monnaie dette existant déjà en dépôt à la banque. Aujourd'hui, la réserve d'une banque consiste en deux choses. Le montant d'espèces émises par le gouvernement que la banque a déposé à la banque centrale, plus le montant de monnaie dette existant que la banque a en dépôt. Pour illustrer cela d'une façon simple, imaginons une banque toute nouvelle sur le marché qui n'a pas encore de dépositaire. Cependant, les investisseurs ont constitué un dépôt de réserve de 1111 $ et 12 cents d'espèces existantes qu'ils ont mis à la banque centrale. La réserve fractionnaire en vigueur est de 9 pour 1. Alors, première étape, la banque ouvre et accueille son premier emprunteur. Il a besoin de 10 000 $ pour acheter une voiture. Avec le taux de réserve de 9 pour 1, la réserve de la nouvelle banque à la banque centrale, également dénommée base monétaire, lui permet de créer légalement 9 fois ce montant, soit 10 000 $ sur la base de la reconnaissance de dette de l'emprunteur. Ces 10 000 $ ne sont pris de nulle part. C'est de l'argent tout neuf, simplement inscrit sur le compte de l'emprunteur comme crédit bancaire. Ensuite, l'emprunteur fait un chèque de ce crédit pour acheter la voiture. Deuxième étape, la vendeuse dépose ses 10 000 $ nouvellement créés à sa banque. Contrairement à la base monétaire déposée à la banque centrale, cet argent de crédit récemment créé ne peut pas être multiplié par le taux de réserve. En fait, il est réparti selon la fraction de réserve. Au rapport de 9 pour 1, un nouveau prêt de 9 000 $ peut être effectué sur la base de ce dépôt de 10 000 $. Troisième étape, lorsque ces 9 000 $ sont déposés par une tierce personne à la banque qui les a initialement créés, ou une autre, ils deviennent la base légale d'un troisième crédit, cette fois pour un montant de 8 100 $. Telle une de ces poupées russes, où chaque couche contient une poupée légèrement plus petite. Chaque nouveau dépôt contient le potentiel pour un prêt légèrement plus petit, suivant une série décroissante infinie. Maintenant, si l'argent prêté n'est pas déposé à la banque, le processus s'arrête. C'est la part imprévisible du mécanisme de création d'argent. Mais plus vraisemblablement, à chaque étape, l'argent sera déposé dans une banque et le procédé de répartition peut se répéter encore et encore, jusqu'à ce que presque 100 000 $ d'argent neuf soient créés au sein de systèmes bancaires. Tout cet argent a été créé entièrement à partir de dettes et le tout a été légalement autorisé par le dépôt initial d'une réserve de seulement 1111,12 $ qui sont restés assis, intacts, à la banque centrale. Ce qu'il y a de plus avec cet ingénieux système, c'est que la comptabilité de chaque banque de la chaîne doit montrer que la banque a 10% en plus de dépôts que d'argent qu'elle a prêté. Cela donne aux banques un très bon motif pour acquérir des dépositaires afin d'être capable d'émettre des prêts supportant l'impression générale mais trompeuse que l'argent prêté est celui des dépôts. Maintenant, à moins que tous les prêts successifs aient été déposés dans la même banque, on ne peut pas affirmer qu'une banque multiplie sa base monétaire initiale d'un facteur de presque 90 en émettant des crédits à partir de rien. Cependant, le système bancaire fonctionne en boucle fermée. Les crédits créés dans une banque deviennent des dépôts dans une autre et réciproquement. Dans un monde théorique d'échange parfaitement uniforme, l'effet ultime serait exactement le même que si l'ensemble du processus avait lieu au sein d'une banque unique. C'est-à-dire que la réserve initiale à la banque centrale d'un peu plus de 1100 $ permet au système de collecter des intérêts sur ou jusqu'à 100 000 $ qu'il n'a jamais eu. Les banques prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. Si ça a l'air incroyable, expérimentez ceci. Ces dernières décennies, sous la pression incessante des lobbies bancaires, les exigences de constituer un dépôt de réserve à la Banque centrale nationale ont simplement disparu dans certains pays et les taux de réserve actuels peuvent être bien supérieurs à 9 pour 1. Pour certains types de comptes,
des taux de 20 pour 1 ou 30 pour 1 sont monnaie courante. Quel jeu de mots. Pas de réserve du tout dans certains cas. Enfin, il n'y a pas de réserve dans certains cas. Et encore plus récemment, en introduisant de nombreux frais supplémentaires sur les prêts pour augmenter la contribution de l'emprunteur à la réserve, les banques ont désormais un moyen de circonvenir complètement les exigences des réserves. Donc, alors que les règles sont complexes, la réalité est, dans les faits, très simple. Les banksters peuvent créer autant d'argent que nous pouvons en emprunter. Ce n'est pas tout. Les banques ne créent que le montant du principal. Elles ne créent pas l'argent pour payer les intérêts. Ça, c'est une phrase clé, ça. Les banques ne créent que le montant du principal de ce qu'on emprunte. Elles ne créent pas l'argent pour payer les intérêts. D'où celui-ci est-il censé provenir? Le seul endroit où les emprunteurs peuvent aller pour obtenir l'argent pour payer les intérêts est dans la masse monétaire globale de l'économie. Mais presque toute cette masse monétaire a été créée exactement de la même façon. Il s'agit de crédits bancaires devant être remboursés avec plus que ce qui a été créé. Donc, partout où il y a d'autres emprunteurs dans la même situation essayant frénétiquement d'obtenir de l'argent dont ils ont besoin pour payer à la fois le principal et les intérêts à partir d'un réservoir d'argent qui ne contient que les principaux. Il est clairement impossible que tout le monde rembourse le principal et les intérêts, car l'argent des intérêts n'existe pas. Cela peut même être exprimé par une simple formule mathématique. Donc prêt divisé par prêt plus intérêt honoreront leur contrat. Point. J'avais pas vu le point. Et intérêt divisé par le prêt plus les intérêts seront saisis. Ce texte est en partie extrait de Monnaie as dette de Paul Grignon. En français, c'est L'argent dette de Paul Grignon, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube. Si les banques créent assez d'argent synthétique, nous prospérons. Sinon, nous sombrons dans la misère. Nous sommes définitivement sans système monétaire permanent. Robert H. Hemphill, gestionnaire de crédit à la Fed, la réserve fédérale, Atlanta en Géorgie. Et voilà, j'en ai fini pour ma petite lecture. J'en suis qu'au début, hein, tu vois, là, il y a l'introduction. Et du coup, je vais continuer ma lecture seule. Et s'il y a des passages intéressants, et bien je reprendrai le micro. Voilà. Allez, bonne continuation à vous. Portez-vous bien. Et à la prochaine.